Alors, je me présente à nouveau, Laurence Bruyère du Centraire, pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin. Alors, à ce moment-ci, on va vivre un panel avec les belles personnes que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc, une table ronde sur les apports des pédagogies par la nature et le dehors à la réussite éducative et à la santé des jeunes. Cet événement-là, il est enregistré pour diffusion ultérieure sur la chaîne YouTube du Centraire. Alors, vous pouvez toujours référer des collègues à cet enregistrement-là, si vous le souhaitez. Ça sera disponible dans une semaine ou deux, j'imagine, sur notre chaîne. Donc, cet automne, nous célébrons les 50 ans de la première politique internationale en matière d'éducation relative à l'environnement, la Charte de Belgrade, qui avait été adoptée en 1975, puis qui a donné lieu au premier programme international en éducation relative à l'environnement, qui était soutenu à l'époque par le Programme des Nations Unies en environnement et l'UNESCO. Depuis, l'intégration de l'éducation à l'environnement dans les curriculums scolaires, elle s'opère quand même relativement lentement. Hein? C'est pour ça aussi qu'on est réunis ici ce matin. Il y a certains pays comme l'Argentine, la Colombie qui ont développé des politiques publiques vraiment inspirantes en matière d'éducation à l'environnement, mais ces initiatives-là, elles restent quand même marginales. Donc, devant l'urgence de plus en plus criante de repenser notre rapport à l'environnement, au vivant, des instances internationales dont l'UNESCO, l'ONU, même l'OCDE ont réitéré ces dernières années le besoin d'intégrer l'éducation relative à l'environnement dans une diversité de contextes éducatifs, donc formels, non formels, mais en particulier à l'école. Puis même les deux derniers rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'étude du climat, ont d'ailleurs fortement insisté sur le rôle crucial de l'éducation relative à l'environnement en ce qui concerne le développement d'un sentiment d'appartenance au vivant, une pierre angulaire de l'engagement, puis le développement d'une pensée écologique systémique et la capacité d'agir et de produire des changements. Donc, c'est bien documenté. Maintenant, si on va sur la scène internationale, si on arrive au Québec, on a notamment un référentiel de compétences, le dernier qui est paru en 2020, à la fin de 2020, un référentiel pour la profession enseignante, auquel les programmes universitaires de formation à l'enseignement viennent de se conformer, mais c'est dommage parce qu'on n'a pas de levier dans ce référentiel-là. Hein. Il y a une phrase qui fait mention à la fois des enjeux du numérique et des questions environnementales, donc ça, c'est on ne peut pas avoir tant d'accroche là-dessus. Puis, cette question-là du rapport à l'environnement, elle est aussi peu présente dans le programme de formation de l'École québécoise avec lequel on travaille depuis 2001. Dans les domaines généraux de formation, il y en est question, mais il reste que l'enseignement est saucissonné en discipline, ce qui fait que c'est pas si évident. C'est dans ce contexte que la Coalition Environnement et Éducation Éco-Citoyenneté a développé une stratégie québécoise en matière d'éducation relative à l'environnement, puis on va y travailler ensemble à enrichir cette proposition de stratégie dans le forum qui va suivre la table ronde. Dans cette stratégie-là, il est notamment question de favoriser l'expérience fréquente et signifiante du rapport à la nature pour son vaste potentiel pédagogique en s'inspirant entre autres du courant de la pédagogie du dehors. Donc, il est question d'une éducation dans, par et avec la nature. Donc, ces pédagogies par la nature et le dehors englobent un éventail d'intentions et de propositions pédagogiques. On a pu en vivre quelques propositions ce matin au Mont-Royal. Puis, il y a un ensemble d'organisations et de personnes aussi qui se mobilisent, qui déploie des initiatives en contexte d'éducation formelle et non formelle pour offrir des expériences signifiantes en nature et dans le milieu de vie. Alors, en même temps qu'on assiste à une certaine démocratisation de l'expérience en plein air par vos belles initiatives, puis celles des autres organisations qu'on connaît bien, on se trouve dans un contexte de pénurie de personnel enseignant et accompagnant, puis aussi dans une période où les ressources dédiées au réseau de l'éducation sont insuffisantes. On le voit dans les journaux de jour en jour. Donc, à ce portrait-là s'ajoute l'importance grandissante qui est accordée à la réussite éducative. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle on a fait cette recension d'écrits qu'on a présentée ce matin dans les présentations par affiche. Puis Marie-Pierre va nous en parler un peu plus dans la table ronde.
au point où il y a une loi qui est entrée en vigueur au Québec pour mettre sur pied un Institut national d'excellence en éducation qui a vu le jour à l'été 25 et qui est dédié à la réussite éducative, à la réussite des élèves. Donc, cet institut il promeut l'adoption de pratiques dites efficaces, de pratiques probantes par le personnel enseignant. Puis en outre, le ministère de l'Éducation a publié un nouveau référentiel sur le bien-être de l'élève, dont les orientations doivent être intégrées au plan d'engagement vers la réussite des centres de services scolaires et au projet éducatif des établissements. Donc, on peut y voir une prise là, à ce nouveau référentiel pour favoriser les pédagogies par la nature et dehors à l'école. En comité organisateur de l'événement, on a identifié un autre levier pour soutenir ces pédagogies par la nature, qui est la stratégie nationale de prévention en santé. Tu nous l'as pointé, hein, Véronique. Donc, cette stratégie 2025-2035 du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui vise à ce que la santé et le bien-être de la population soient au cœur des choix collectifs et individuels à chaque étape de vie, en spécifiant bien que les milieux de l'éducation portent à cet effet une responsabilité déterminante. Donc, avec cette table ronde, on souhaite porter un regard critique, constructif sur ce leitmotiv-là de la réussite éducative, tout en discutant des différentes manières dont les pédagogies par la nature et dehors peuvent participer à la mission de l'École québécoise au bien-être, à la santé et à l'épanouissement des jeunes. Alors voilà, c'était pour mettre la table. Et sans plus tarder, je vous présente nos panélistes. Donc, Muriel Bontemps, elle détient un baccalauréat en enseignement primaire préscolaire, ainsi qu'une maîtrise en intégration scolaire. Durant plusieurs années, elle a travaillé comme orthopédagogue et comme enseignante au primaire et au préscolaire. Maintenant, depuis 2017, elle a développé un intérêt et une expérience en enseignement à l'extérieur. Ses formations à la Frost Forest School et en mentorat de la nature l'ont amenée à chercher comment intégrer le dehors à l'enseignement de toutes les matières et au développement de toutes les compétences du PFEQ, le programme de formation de l'École québécoise, de la maternelle jusqu'au 3e cycle du primaire. En cette 17e année d'enseignement au CSSDN, Muriel œuvre dans le quartier Villeray auprès de 3 classes de maternelle avec qui elle explore la pédagogie par la nature. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à faire partie de cette table ronde. Véronique Landry est titulaire d'un doctorat en sciences de l'environnement au cours duquel elle a étudié les conceptions de la santé chez les Anishinaabe et les Cris. Véronique a aussi œuvré comme conseillère pédagogique en sciences et technologies avant de faire le saut chez M361, une organisation qui appuie le développement des saines habitudes de vie. Elle travaille aujourd'hui à titre de conseillère en transfert des connaissances ou parmi ses multiples implications, elle anime régulièrement les webinaires 100 degrés. Donc, vous connaissez sans doute bien l'organisme. Passionnée de pédagogie en plein air depuis longtemps, elle s'est impliquée dans la création d'une école alternative ouverte en 2017 dont le programme pédagogique est axé sur le plein air et la nature. Sur cette table ronde, nous accueillons aussi Patrick Daigle, qui est titulaire d'une maîtrise en éducation et qui est membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, le CRIPFE. Patrick enseigne l'éducation physique depuis plus de 25 ans et est chargé de cours au baccalauréat en éducation physique. Il cumule également des expériences variées de formateur en plein air et de guide de tourisme et d'aventure au Québec et ailleurs dans le monde. Il était en canot, pas plus tard qu'il y a quelques jours, avant hier. De nombreuses implications dans le milieu associatif, dont les fédérations d'activités de plein air, lui ont permis de développer une vision élargie des nombreuses réalités de pratique du plein air et ces expériences l'ont amené à développer un programme de 2e cycle en intervention en contexte de plein air à l'UQAM et à poursuivre une recherche doctorale qui porte sur les enseignants qui œuvrent en contexte de plein air. Merci d'être avec nous. Et finalement, Marie-Pierre Lafrance, qui est finissante à la maîtrise en sciences de l'environnement de l'UQAM et agente de recherche au Centre Air. Dans le cadre du projet partenarial Apprendre par la nature et le dehors, elle a offert des apports majeurs, évidemment, à plusieurs des travaux qui ont été présentés ce matin. Au sein de ce projet-là, Marie-Pierre a notamment réalisé une recension d'écrits qui porte sur les contributions des pédagogies par la nature et le dehors à la réussite éducative. Ce texte-là a fait l'objet d'une présentation ce matin par affiche et il est publié intégralement dans le dernier numéro de la revue Éducation relative à l'environnement. Marie-Pierre, elle est également la coordonnatrice de la Coalition Environnement, Éducation, Éco-citoyenneté avec UGASLIN. Alors, voilà, il va être question davantage des activités de la Coalition dans notre prochaine activité. Alors, sans plus tarder, déjà peut-être poser des éléments conceptuels qui vont nous aider à mieux discuter ensuite de quelle réussite éducative est-ce qu'on parle. D'accord? Puis, bien, c'est sûr que dans cette recension d'écrits qu'on a fait,
l'hiver dernier. Marie-Pierre a été amenée à définir ça. Donc, peux-tu justement nous présenter qu'est-ce que c'est exactement la réussite éducative, puis est-ce qu'elle est à distinguer de la réussite scolaire et comment? Oui, c'est important de distinguer les deux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont confondre la réussite scolaire et la réussite éducative. La réussite éducative, c'est, en fait, la conception, la réussite scolaire fait référence aux notes obtenues, puis aussi à la diplomation. Donc, c'est vraiment l'acquisition de connaissances qui va évaluer le parcours scolaire des élèves, alors que la réussite éducative va faire plus largement référence au développement global de la personne. Donc, sur les plans physiques, intellectuels, affectifs, social et moral. Dans les statistiques qui sont souvent médiatisées par rapport à la réussite, on va souvent parler du taux de diplomation. Donc, ça apporte un peu de confusion à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on l'associe à ça. On voit aussi, par exemple, dans la politique sur la réussite éducative, publiée par le ministère de l'Éducation, que même si on choisit le terme réussite éducative, donc que c'est supposé être par rapport au développement global de la personne, par exemple, la déclinaison des indicateurs pour évaluer les objectifs vont souvent être liés aux notes ou au taux de diplomation. Donc ça témoigne d'une conception de la réussite éducative qui est très étroite. Ça peut être perçu comme davantage axé sur la performance scolaire, donc peut-être pour former une main-d'œuvre plus qualifiée pour le marché du travail, plutôt que pour le développement du plein potentiel de la personne. Donc, la vision de la réussite éducative, comme on l'a présenté vraiment dans notre recension, c'est une vision qui va sortir la réussite éducative de cette visée instrumentale-là pour vraiment prendre en compte, oui, la réussite scolaire, la persévérance scolaire, mais aussi le développement de compétences transversales et aussi le bien-être physique et psychologique des élèves. Donc, ça fait un petit peu le tour de la mise en table. Donc, est-ce que vous auriez des éléments à ajouter dans votre propre conception? Parce que ça, c'est qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la littérature, puis la manière dont nous, on a envisagé ensuite de ça la réussite éducative, c'est dans une perspective englobante, mais que ce soit avec des collègues, des discussions que vous avez eues ou dans votre propre pratique, est-ce qu'il y a des éléments que vous auriez aimé à apporter en complément de ces réflexions-là? Ben, même, je pense, au-delà même de réussite éducative, réussite scolaire, on pourrait même philosopher sur réussite. Ben oui. Mais je trouve que aussi, comme la réussite, souvent, que ce soit éducative, scolaire, on l'aperçoit, je pense, comme un objectif à atteindre. Alors que, tu sais, dans le fond, ce serait intéressant qu'on capitalise sur le chemin puis le parcours pour y arriver à cette réussite qu'on définit comme on veut la définir. C'est peut-être un élément de nuance. Ah oui. Moi, je peux me permettre, je pense qu'il faudrait faire un sondage, mais la majorité des profs vont aller vers une vision de la réussite éducative qui est très large. Je connais peu d'enseignants qui ont une vision purement utilitariste de l'école. Donc, je pense que ça rejoint beaucoup les intentions des enseignants. Puis là, en parlant des intentions, évidemment, on parlera au fur et à mesure de l'enseignement, apprentissage à l'extérieur. Mais ça en fait partie selon moi. Oui, ben, je suis d'accord. Là, vraiment, la seule affaire que je rajouterais, c'est que la réussite éducative, c'est seulement. C'est pas juste les enseignants qui sont responsables de ça, c'est comme la société, les parents, les voisins. Alors, c'est le rôle de toute la société, puis c'est toute la société qui a besoin de changer pour comme promouvoir la réussite éducative, versus le scolaire qui vraiment. Bon, on garde que c'est. On pense que c'est encore le domaine de l'école, là, spécifiquement. On lui attribue beaucoup de responsabilités, souvent. Ouais. À l'école, tu vois? Ouais. Bien sûr. À l'école fait tout. Hein. Puis ce que tu viens d'évoquer, ça montre que l'école devrait être tournée vers le milieu dans lequel elle s'intègre, puis qui est question d'une éducation aussi tout au long de la vie, qu'on apprend avec les élèves, qu'on apprend des élèves, il y a cette dynamique-là aussi. Selon vous, là, ma question s'adresse à vous quatre, c'est quoi les possibilités qui sont offertes par ce discours de la réussite éducative? Éventuellement, on pourrait discuter de limites qui sont associées peut-être à ce référentiel-là, mais envoyez-vous des possibilités en ce qui concerne le déploiement des pédagogies par la nature et dehors? Alors, moi, je vois beaucoup de potentialités. Je le vois dans le milieu, les enseignants, les gens qui ont à cœur le développement de l'enfant, de l'élève, ils vont aller vers des initiatives. Là, il y a 1 million d'initiatives différentes. Là. Il n'y a pas en plein air.
qu'il y a un prof qui monte une activité, que ce soit une parade de mode, peu importe, le projet qui va être mis en place, ce projet-là va stimuler l'élève. On sait qu'au niveau de la réussite éducative au sens large, l'implication en parascolaire est un facteur déterminant. Donc, plus il y a d'offres, mieux c'est, et l'offre doit être diversifiée parce que les goûts et les intérêts des élèves sont très divers. Donc, après ça, ça va avec les initiatives de chacun des enseignants. Les moyens qui sont à sa disposition, c'est pas toujours le cas, c'est des fois complexe. On parle d'enseignement, apprentissage à l'extérieur. Quand tu as le boulevard Henri Bourassa en avant de ton école, c'est plus compliqué. Donc, il y a un paquet de paramètres à mettre dans tout ça, mais la logique à la base, moi j'ai vraiment beaucoup, j'allais dire d'espoir, je ne suis même pas sûr que c'est un espoir, je pense qu'il faut être réaliste, il y a énormément de belles choses dans les écoles. Parfois c'est complexe parce qu'on a des barrières ou des enjeux financiers ou autres. Je regarde Gabriel avec son projet dans son école qui a bénéficié de belles opportunités les dernières années, mais ça reste challengeant quand même de mettre ça en place. Mais pour moi, ça, c'est que des potentialités, que du positif. Quand je pense à mes étudiants au bac en éducation physique, c'est ce que je vois dans leurs propos. Ils veulent créer des choses avec les jeunes. T'sais. Après ça, il y a la réalité du milieu qui nous frappe, mais sinon, l'intérêt est là. Donc, je ne vois pas d'enjeu. Je ne vois pas non plus de limite à ça. Au contraire, c'est une porte qui est complètement ouverte. On dirait peut-être sur justement la limite que je proposerais par rapport à ça, c'est que même si justement les pédagogies par la nature dehors peuvent tellement contribuer à la réussite éducative là, globalement, mais c'est difficile, comme je disais, là, pour le personnel enseignant de s'engager dans l'exploration des domaines généraux de formation où, par exemple, l'environnement, la santé va trouver ancrage aussi dans les pédagogies alternatives tant que la mesure des résultats scolaires va prédominer, tu sais, de cette manière-là dans le paradigme de la réussite. Donc oui, on peut trouver un certain ancrage, par exemple, dans la politique sur la réussite éducative, peut-être dans le référentiel sur la santé ou sur le bien-être qu'on mentionnait tantôt. Mais si l'importance centrale donnée à l'évaluation sommative demeure autant présente dans le discours de la réussite, ça vient quand même limiter là, les possibilités des déployer. Donc je trouve ça intéressant que tu parles de toutes les belles initiatives qui existent parce que si on veut qu'elles prennent forme encore plus que fleurissent, c'est important de leur donner l'espace pour. Tu rebondir là-dessus vite. Tu as raison, puis en même temps, il y a un équilibre à trouver là-dedans. Il faut quand même être capable de dire si la personne a le bagage pour suivre son cheminement. Mais moi, ce que ça pose comme élément par rapport à l'apprentissage à l'extérieur, c'est l'idée des contenus. Et pour moi, selon moi, c'est pas tous les contenus qui s'y prêtent. Et là-dessus, il faut garder un regard critique. Je donne souvent un contre-exemple, mais en éducation physique, si je veux enseigner le badminton à l'extérieur, c'est assez compliqué. Surtout s'ils vendent. Donc, il faut être aussi réaliste par rapport à ce qu'on veut enseigner dans ce contexte-là. Il y a des choses qui s'y prêtent mieux que d'autres. C'est là que la question, dans le fond, c'est quelle est la pertinence d'être dehors par rapport à l'objectif, ma clientèle, les potentialités qu'il y a autour de l'école. Donc, il y a une équation, là, quelque part, à essayer d'équilibrer pour que ça soit gagné. Je te dois dire oui, mais j'ai hâte de t'entendre. Non, mais c'était justement, c'est quoi l'avantage de l'extérieur versus puis vraiment d'être clair sur c'est quoi les avantages qu'on va aller chercher de ça. Puis je pense que, tu sais, comme enseignante, il faut vraiment être clair de OK, ben, il y a vraiment une longue liste d'avantages qu'il faut vraiment capitaliser là-dessus. Par exemple, comme moi je suis au préscolaire, donc l'approche par le jeu, ça demande beaucoup de matériel. Puis le matériel, ben, on a une quantité limitée, mais à l'extérieur, la quantité est limitée et ça change sans que tu aies vraiment à t'en occuper. Là. Fait, ça, c'est vraiment une des forces de l'extérieur. Puis, vraiment en profiter à 100%. Là, c'est le fait que les saisons vont changer ton bac de jeu pour toi sans que tu aies à sortir un nouveau bac de jeu par rapport aux saisons. Chose comme ça. Ouais, c'est pas tout ce qui se. Ouais, on va profiter de ça. Ouais. Donc, il y a des avantages très, très concrets. Tu viens d'en donner un qui m'allume tout de suite. Est-ce que d'autres apports que vous voyez dans vos milieux respectifs, des pédagogies par la nature et le dehors à la réussite éducative? En quoi on peut, puis comment est-ce qu'on peut aussi construire un argumentaire, donc à partir de ces possibilités-là qu'elles offrent pour soutenir la réussite éducative des élèves?
Pas mon regard. mais- Mais moi, Attends. non, c'est vrai. Mais sauf que moi, j'ai envie de parler peut-être un petit peu moins du milieu scolaire. Tu sais, parce que c'est sûr, là, de mon rôle à 100 degrés, je vois une multitude, tu sais, de potentialités qui sont liées à l'éducation relative à l'environnement. Et là, tu sais, que je compare du monde municipal, du monde agricole, du monde communautaire, beaucoup de petite enfance, tu sais, évidemment, de tout ce qui le non formel, les musées, tout ça, il y a comme des potentialités liées à ça qui sont énormes. Il y a eu un webinaire, j'ai envie de parler d'un exemple concret qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. On a eu un superbe webinaire, d'ailleurs, peut-être qu'Ariane est dans la salle. En tout cas, je l'ai vu ce matin, elle était présente. Ariane qui travaille au 4H, puis on avait aussi Corinne Maurice qui est une microbiologiste, et on avait aussi une autre personne. Donc, dans ce webinaire, on parlait des potentialités de l'éducation relative à la nature, mais surtout des bienfaits, des bienfaits inestimables, tu sais, peut-être qu'on voit moins. Alors, Corinne nous a parlé du microbiote, tu sais, du microbiote qui se construit en très petite enfance, entre 0 et 3 ans principalement, le potentiel de mettre les enfants en contact avec des insectes, avec du sable, avec de la terre, avec du bois, avec du verre, versus de les mettre en contact avec du béton, de l'asphalte, du plastique, mais tout ce que ça pouvait permettre de développer, puis tout le capital santé que ça pouvait donner aux petits, puis là, de s'imaginer, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui se développent dans ce sens-là, puis on est au balbutiement, mais je veux dire, de s'imaginer le potentiel, tu sais, de se dire, hey, mon Dieu, tu sais, de réduire les inégalités de santé, finalement, à cet effet-là, parce que les enfants se construisent un capital de santé. C'est quand même incroyable. C'est un déterminant de la santé important. Là. Donc ça, c'est une potentialité. Ensuite de ça, on a parlé de tout ce que ça voulait dire. Et puis, il y a à Laval un beau projet là, qui se passe. Donc, tous les effets communautaires que ça avait, l'éducation par la nature. Il y avait des exemples très concrets de personnes âgées qui s'assoyaient puis qu'à tous les jours, voyaient le petit groupe d'enfants passer puis disaient bonjour. Puis, tu sais, comme tous les beaux liens que ça permet, en fait. Et puis, oui, c'est ça, Caroline Bouchard, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié son nom, qui est une spécialiste du développement global des enfants, qui nous parlait que quand on faisait l'éducation relative à l'environnement, l'éducation par la nature avec les tout petits, il y avait 3 effets qui avaient vraiment ciblés qui avaient été révélés par leur recherche. D'abord, les petits, finalement, s'investissent davantage dans les apprentissages. Tout ça, c'est un facteur prédominant pour la réussite scolaire plus tard. Ensuite de ça, la qualité des interactions que les enfants avaient entre eux quand ils sont dehors, la qualité est vraiment grandement améliorée. Puis elle nous a aussi parlé de l'éveil écologique. Fait que 3, quand même, bien faits, là, qui étaient, on les voit peut-être loin, mais qui sont quand même incroyables. Moi, je vois tous ces avantages-là au préscolaire, c'est vraiment idéal. Mais je pense que ça devrait être au primaire aussi, là, au premier cycle, tout ça, c'est que la réussite scolaire empêche parfois de passer autant de temps à l'extérieur. Mais c'est sûr là, que chaque fois que les enfants sont dehors, ben là, ils ont plus de chances d'observer des choses, se poser des questions. Ouais. Puis, exact, de se poser des questions scientifiques, c'était un des aspects. Ben, tu sais, comme de la curiosité, de se questionner, moi, ça faisait partie. Puis de remarquer des choses dans leur propre environnement. Puis j'aime beaucoup le fait que, oui, quand on sort un groupe à l'extérieur, notre classe en bénéficie, mais aussi les personnes âgées en bénéficient, la communauté en bénéficie, les gens qui vont nous voir, qui vont nous croiser, qui nous voient en train de s'occuper de notre parc, ça leur amène à réfléchir eux aussi à l'éducation des enfants, puis ça permet à justement créer une communauté autour de l'éducation des enfants. Fait que, sortir des murs de la classe, ça rend tout ce qui se fait en termes d'éducation au moins caché, plus visible par les gens qui ont vraiment un intérêt à avoir des adultes de demain éduqués et en santé. Ça. Exact. Ouais. Et tout ça, j'aime beaucoup le concept un peu plus scandinave de la loi, entre autres, l'éducation en dehors des murs. En dehors des murs de l'école, ça veut pas dire en dehors des murs de l'école. C'est education outside the classroom. Fait que ça peut être dans un musée de proximité, ça peut être dans un jardin communautaire, ça peut être dans une bibliothèque, peu importe. Mais sortir l'élève de l'école, puis si je me souviens bien, c'est le premier de la Nouvelle-Zélande où une des premières phrases au début, c'est on veut former un citoyen de demain, il faut donc le sortir de la classe.
La classe, c'est pas la vie, c'est pas la vraie vie. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, d'où l'idée d'offrir une panoplie d'expériences aux jeunes. Le planète en fait partie de l'extérieur, mais d'autres genres d'expériences aussi doivent en faire partie. Tout à fait. On a d'ailleurs un collègue, membre du centenaire, Annick Meunier, qui a ce projet de l'école au musée, qui amène des bons. C'était des élèves du vitrail, maintenant c'est une école en Estrie qui en bénéficie, mais cela dit, les muséums nature, en porte d'espace pour la vie, parce qu'on a des gens d'espace pour la vie ici aujourd'hui, ben, accueillent régulièrement aussi des groupes. En tout cas, en tant que maman, là, j'en entends parler quand ces choses-là se passent. C'est vraiment stimulant. On reçoit des demandes après pour visiter ces lieux-là en dehors de l'école. Oui, par rapport à ce que Marianne disait, ça me fait penser que dans notre recherche, nous, c'est au niveau primaire, la recension d'équipe qu'on a faite. Puis il y avait le fait que quand l'élève joue un rôle central dans la construction de ses apprentissages, puis ça implique à la fois sur le plan cognitif, mais aussi affectif, émotionnel, ça contribue au niveau d'engagement, au niveau de la motivation, de l'intérêt. Ça c'est sorti dans plusieurs recherches qu'on a recensées. Il y avait aussi un important apport au plaisir d'apprendre. Ça, dans la politique sur la réussite éducative, c'est central. Donc, de nous faire, c'est important. Dans le référentiel de compétences à l'enseignement aussi, dans le plaisir d'apprendre, c'est transversal. C'est souvent sorti. Puis, bon, évidemment, pour aussi la réussite scolaire, là, précisément, le fait de contextualiser les apprentissages, l'authenticité du milieu aussi, permet aux élèves de mieux saisir la pertinence des objets d'apprentissage, aussi de rendre les idées qui sont un peu abstraites, un peu plus concrètes, plus accessibles aussi, ça leur permet de plus intégrer, de mieux intégrer du moins la matière. Puis il y avait aussi, par rapport aux compétences transversales, tantôt je disais les trois paliers un peu, il y a le développement de la pensée créative justement, ça ressemble à ce que tu disais, ce qui sortait des recherches, c'est le fait que dans l'enceinte scolaire, c'est très contrôlé, il y a beaucoup de contraintes qui sont imposées, là, de sortir dehors, s'il y a un espace ouvert, il y a beaucoup de matériaux disponibles, ça sollicite la créativité, l'imagination. Au niveau primaire aussi, pas juste préscolaire. Il y a le développement même de compétences d'analyse systémique, prise de décision, résolution de problèmes, la structuration de l'identité aussi, ça sortait, donc plus pour la confiance en soi, découvrir ses forces, ses limites. Donc, le sentiment d'efficacité personnelle aussi, ça ressortait souvent. Là, je peux en dire d'autres, mais je sais pas si... Ce que débat des derniers points, ça peut penser qu'une des choses que j'observe avec l'enseignement dans un contexte qui est autre que celui de la classe. L'éducation physique, nous, on a une réalité qui est différente, c'est qu'un gymnase, ça bouge. Une classe, j'ai enseigné les maths en début de carrière, donc ils sont tout assis à la même place chaque cours, tout assez standardisé. Mais à l'extérieur, il y a plus cette structure-là qui impose une place définie. Et donc, les interactions sociales sont beaucoup plus fortes à l'extérieur. Ça, c'est l'élément qui, je pense, qui est un élément important. On parle de la réussite éducative, mais la socialisation au travers de ça, c'est important. Donc, la gestion de conflits. Mais ça amène aussi un espace de... Souvent, on parle des fois dans certains écrits, ils parlent d'un troisième temps d'enseignement, qui est un temps informel. C'est celui où on fait nos déplacements, par exemple, qui amène à parler de n'importe quoi qui émerge. On entend quelque chose, on voit quelque chose, ça suscite une question, on se met à jaser de plein de trucs avec les élèves. Donc, la relation prof-élève est vraiment différente au fur et à mesure qu'on travaille à l'extérieur ou dans des contextes, on va dire, déstructurés un peu comme l'extérieur. On voit beaucoup dans les travaux de recherche aussi que ça permet de connaître ses élèves autrement, puis les élèves apprennent à connaître les enseignants. Donc, ça te permet dans ce tiers-temps dont tu fais mention, mais aussi à travers les activités qui peuvent se déployer. Muriel, tu fais beaucoup ça dans ta pratique. Est-ce que tu peux nous relater, par exemple, est-ce qu'il y a des types d'activités que tu aimes répéter parce que tu dis, wow, ça a vraiment des bénéfices, je l'observe d'année en année? Oui. Bien, il y a une chose qu'on a mentionné, c'est quand les enfants redemandent pour aller quelque part parce qu'ils ont été avec l'école. C'est l'école qui est en train de dire, OK, visiter le parc Frédéric-Bach, qui est à 10 minutes à pied de chez moi. L'école trouve ça important. Ben moi, je veux y aller avec ma famille. Ben, ça, c'est comme un exemple de vraiment un impact positif sur l'enfant lui-même, son sentiment d'appartenance à la communauté, mais aussi sa famille, puis il va aller traîner ses parents, ses frères et sœurs. Donc,
c'est ça, c'est un avantage. Sinon, une expérience signifiante que je remarque, que je fais régulièrement, là, c'est il y a toujours les expériences les plus significantes que je remarque, c'est ceux qui sont collés sur les intérêts et les jeux des enfants. Et puis et souvent, c'est ceux qui sont simples et qu'on peut les refaire plusieurs fois pour vivre différents bénéfices de l'activité. Puis ça serait avancer les déchets au printemps. Ça, c'est vraiment venu des enfants eux-mêmes qui trouvent des déchets au parc. On va à ce parc-là pour jouer, puis qui trouvent des déchets au parc, puis qui les ramassent, qui les collectionnent, ils trouvent des trésors. C'est pas un trésor de la nature, mais pour eux, c'est quand même un trésor. Puis donc, au printemps, à la fonte des neiges, là, c'est là que les déchets ils ressortent au parc. Fait que, tu sais, les pinces à barbecue, là, je les envoie à ramasser les déchets, puis là, on met ça dans des plats quaticook, puis là, on dénombre le nombre de déchets, puis là, quand on en a 100, ben là, on peut mettre ça aux poubelles, puis c'est quelque chose qu'on fait juste en début, c'est routinier, puis on le fait à chaque fois. Puis chaque fois que je recroise des enfants par la suite, ils me parlent de ça, de ramasser les déchets, puis c'était comme une expérience qu'ils aimaient. Je pense que c'est le fait qu'on le faisait plusieurs fois de façon routinière. Puis que les autres voyaient ça, que les autres utilisateurs du parc nous voyaient s'occuper du parc, des choses comme ça. Parce que c'était souvent autour de la fonte des neiges, là, c'est la journée de la Terre. Souvent, les enfants sont exposés à toutes sortes de livres sur protéger la planète et tout ça, mais là, ça leur donne vraiment comme un moyen pour eux de faire quelque chose de vraiment concret. Là. Parce que ça serait comme une idée là, de l'apprentissage que je trouve qui est vraiment collé sur les intérêts de l'enfant, leur jeu, puis dans le milieu lui-même. À l'école de ma fille, c'est un guide, ça. C'est moi, l'éducation physique, je fais faire ça d'année en année, puis ça se parle, les enfants étonnés. J'ai envie de revenir sur, en fait, vous avez nommé la qualité des interactions, de dire comme à quel point ça permet la qualité des interactions, puis j'avais assisté à une petite conférence, puis c'était une enseignante, surtout au niveau collégial, elle enseigne dans l'Ouest canadien, puis elle parlait de beaucoup de trucs pour mettre en place, faciliter le dialogue, entre les élèves, puis entre eux, puis je trouvais que c'était des trucs vraiment simples, mais comme, évidemment, s'asseoir en rond, poser des questions, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire place à ça aussi, puis ça le permet, il faut le favoriser, à préparer toujours une petite tisane, ou un petit quelque chose à partager, juste pour qu'il y ait un partage qui se fasse symboliquement, un peu dans le rituel. Fait que ça laissait de la place à beaucoup, justement, de qualité d'interaction. C'était ça qu'elle soulevait avec ça. Fait que je trouvais que c'est des bons trucs à retenir et à ramener dans nos domaines. Ben oui, moi j'ai une collègue qui est assise juste ici en avant, Virginie, qu'on fait une sortie qu'on fait avec nos étudiants et étudiantes au parc Chambre-Drapeau, puis un rituel. Virginie, elle apporte une tisane qu'elle fait, puis avec des plantes particulières. Donc ça, c'est toujours comme les étudiants et étudiantes, waouh! On prend soin de moi ici dans ce moment-là. Puis, ça aide au partage, la discussion. Oui. Bien. Par rapport à ça, ça me fait penser à quelque chose dans un article, je me souviens que j'avais lu. Le fait de, par rapport à renforcer les liens sociaux en classe, il disait que le fait de sortir dehors avec les élèves, que ce soit d'autres types d'apprentissage, ça fait prendre conscience aussi aux élèves des compétences et des aptitudes autres que leurs camarades ont. Une fois le retour en classe, ils disaient que ça changeait les relations que les élèves avaient entre eux et elles. Et je trouvais que c'était intéressant. Oui, des fois on l'entend là, dans les récits, là, tu sais, dehors, l'élève qui est turbulent en classe, puis hop, quand il est dehors, tout à coup, il y a un autre leadership ou il y a un autre rapport avec ses collègues de classe, donc par exemple. Ça, je l'ai entendu à une reprise. Est-ce qu'il y a d'autres contributions que tu as pu repérer? Parce que Marie-Pierre, pour ceux qui n'ont pas vu ton affiche tout à l'heure, c'est quand même 60 articles que tu as recensés qui portaient sur les pédagogies par la nature et le dehors et leur rapport à la réussite éducative, là, qui n'était pas nécessairement nommé comme ça, mais au succès scolaire ou au développement intégral des élèves selon les recherches. Elle portait sur quoi exactement? Donc, Les différentes. est-ce que d'autres bénéfices que tu as? Oui, il y avait aussi par rapport aux compétences émotionnelles aussi. Puis tantôt, on m'a dit ce matin que c'était quelque chose qui est beaucoup mis de l'avant
dans l'importance de ça, développer les compétences émotionnelles. Puis il y avait beaucoup l'autorégulation émotionnelle qui revenait. Il y avait aussi le développement d'une responsabilisation des élèves par rapport à leurs besoins et ceux des autres. Il y avait aussi une prise de conscience, ça c'est intéressant, une prise de conscience des êtres humains, de la place qu'ils occupent dans les écosystèmes, des interrelations qui les composent. Donc, un peu de sortir, de développer sa vision de l'environnement qui serait plus caractérisée par l'interdépendance plutôt que par une représentation utilitariste d'un environnement de ressources, pardon. Puis il y a aussi beaucoup de bien-être au niveau de la santé, au niveau de la santé psychologique et physique. Je ne sais pas si on revient plus tard. Oui, on voit encore. Il y a un moment, oui. Oui, c'est ça, c'était pas mal. Je vais vous faire du pouce sur ce que tu dis, puis en lien avec l'activité physique. Un des éléments qui, actuellement, c'est assez complexe d'essayer de départager l'impact de l'enseignement à l'apprentissage à l'extérieur au niveau des effets. C'est qu'entre autres, à l'intérieur, les élèves sont très sédentaires. Et à partir du moment qu'on va à l'extérieur, il y a beaucoup plus de mouvement. Donc, on le voit avec des études, avec des accéléromètres, par exemple. Là, je ne parle pas nécessairement d'un cours d'éducation physique, c'est un cours, une activité extérieure, automatiquement, il bouge plus. Souvent, ça vient avec une pédagogie donne, par exemple, de recherche de choses, collecte de données et autres, où ils sont amenés à bouger beaucoup. Et on sait que l'activité physique a un effet sur l'humeur. Donc, gestion du stress et autres, entre autres, une cortisol, des éléments semblables. Donc là, est-ce que c'est le fait d'être dehors ou c'est le fait qu'ils sont en mouvement? Parce que là, depuis une quinzaine d'années, les élèves bougent de moins en moins. Je dis une quinzaine d'années, c'est l'arrivée des tablettes, l'utilisation massive des technologies à l'intérieur, donc en classe, les tablettes, les écrans, qui s'utilisaient moins par le passé, donc les écrans blancs, les écrans tablettes et autres. Donc les élèves sont plus sédentaires qu'avant à l'intérieur. Et là, l'enjeu, est-ce qu'en allant à l'extérieur, c'est le fait qu'ils bougent ou c'est le contact nature? Donc ça, c'est un des défis au niveau de la recherche actuellement. On n'est pas capable de départager l'effet des deux. Il y a beaucoup de choses qui pointent vers l'effet de l'activité physique. Maintenant, c'est là qu'il y a vraiment un enjeu. Il y a des recherches, par exemple, qui regardent est-ce qu'il y a un impact au niveau des couleurs, par exemple. Donc, les couleurs dites naturelles auraient un impact, voire un vert tendre, voire les couleurs de la nature, mais encore là, c'est très difficile. Puis il y a des études, c'est intéressant, parce qu'ils font, entre autres, au niveau de la gestion du stress avec des lunettes en réalité virtuelle. Et on s'aperçoit qu'il y a des effets assez semblables au niveau de la gestion du stress, juste à voir des images avec la réalité virtuelle. Donc, ça questionne beaucoup au niveau du réel impact de quand on amène les jeunes à l'extérieur. Il faut garder quand même un regard critique par rapport à ça. Là. Il y a beaucoup de bénéfices qui sont associés à l'enseignement extérieur, l'apprentissage extérieur, mais il faut départager un petit peu ces choses-là. Ça fait aussi partie justement des limites de notre recherche, pas juste par rapport pour l'activité physique, mais aussi pour tous les autres apports que j'ai nommés là, tantôt, parce que c'est difficile de départager justement. Souvent, quand on va à l'extérieur, il y a le contexte, il y a le cadre, mais il y a aussi le fait que vraiment, les apprentissages vont peut-être être plus axés sur les intérêts des enfants, comme on le disait tantôt. Il va être plus actif dans la construction des apprentissages. Donc justement, c'est difficile à départager si c'est le cadre à l'extérieur ou ça, ou la combinaison des deux, évidemment, probablement aussi. Là. Mais, Dans tout, on fait les deux. En attendant de savoir. Oui, puis minimalement, on peut se dire qu'une variété de milieux, c'est quand même agréable. Ben oui, c'est certain. En partant de ça. Ben, si on poursuivait justement sur les bénéfices des pédagogies par la nature dehors sur le plan de la santé. Véronique, bon, je sais que c'était un des aspects qu'on voulait travailler aussi en organisant cet événement-là parce que tu étais sur le comité organisateur. Donc, puis bon, chez M361, là, c'est dans votre ADN de parler de santé. Donc, puis tu as mentionné, Patrick, quelques exemples. Marie-Pierre, je sais que dans les recherches, puis bon, après, peut-être dans des observations vraiment avec les élèves au terrain. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, les bénéfices selon vous sur le plan de la santé. Bien, je peux commencer. Bon, on a parlé de définition tantôt de la réussite éducative, de la réussite scolaire. On peut faire le même exercice avec la santé. Fait que, il y a la santé, déjà santé préventive, santé curative. Hein, on est vraiment dans deux. On peut aussi parler évidemment santé sur le plan physique, sur le plan psychologique. Fait que, donc, on peut vraiment s'amuser à parler de la santé. Mettons qu'on y va
L'OMS, je ne sais pas si vous avez vu, cet été a sorti un document parlant de l'importance des liens sociaux pour la santé. Donc là, on inclut vraiment l'importance justement des déterminants sociaux de la santé. Ça fait partie de la santé. Puis, alors, là, puis je fais une petite parenthèse à l'effet que, bien évidemment, éducation relative, ça fait partie des liens sociaux, on est dans la création de liens, la qualité des interactions, donc déjà, on favorise la santé à cet effet-là. Là, on a ces définitions-là de la santé, là, qui n'est pas juste l'absence de maladie, qui n'est pas juste. Puis, dans le fond, ben, j'ai envie de mentionner que dans mon doctorat, dans le fond, j'ai étudié, comme tu disais, Laurence, la conception de la santé des Anishinaabe et des Cris. Puis, dans plusieurs nations autochtones en Amérique du Nord, il y a une conception de la santé, une philosophie qui est vraiment axée, qui est vraiment holistique, qui est axée sur. C'est une quête, en fait, c'est une quête d'équilibre, de bien-être, c'est vraiment axé sur l'équilibre des relations. Et il y a une constante, il y a des nuances à travers les différentes conceptions de chacune des nations, mais il y a une constante, c'est le lien au territoire. Le lien au territoire, dans toute la conception de la santé, ça demeure un dénominateur commun à toutes ces philosophies-là. Puis je me dis que on a quelque chose à s'inspirer, puis à regarder, puis à dire, hey, tu sais, comme, faut y accorder de l'importance, puis faut prendre cet aspect-là, nous aussi, puis se dire, hey, c'est important, puis il faut le nourrir, puis comment le nourrir? Ben, c'est en étant dehors, en vivant des expériences à l'extérieur, en apprenant, en vivant, en vivant toutes sortes de. C'est pas compliqué, en fait, puis c'est ce qu'ils font. En fait, ils fréquentent le territoire, ils se rassemblent. Alors, il faut s'inspirer de ça, je pense, pour élargir notre conception de la santé, puis dire, ça fait partie, c'est un dénominateur sine qua non. Puis, ça, c'est dans des perspectives, différentes perspectives autochtones, puis on retrouve cette même représentation-là. Puis tout à l'heure, tu mentionnais l'OMS, qui est rendu avec justement il parle d'une seule santé. Hein? Donc, la santé environnementale, la santé humaine, on est tellement interreliés que la santé environnementale et la santé, c'est une seule santé, santé environnementale, santé humaine. Donc, c'est pas que l'environnement bénéficie à notre santé, mais en retour aussi, c'est ça, mais en retour aussi, on a un rôle à jouer important sur le plan de la santé de nos milieux de vie. Oui, c'est important de saisir ces liens intrinsèques-là. Oui, puis on est conscient, je pense, des impacts physique de la qualité de l'environnement. On va rapidement constater qu'on a de la difficulté à respirer s'il y a des fous. Si, sur les impacts psychosociaux, on se rend compte, ça c'est moins évident. On dirait que c'est comme un angle mort, je pense, là, mais ça a aussi une qualité, ça aussi c'est à considérer. Ouais, je suis d'accord. Non, mais j'allais dire aussi pour la santé, j'en remarque aussi que les enfants, quand ils sont à l'extérieur, ils bougent plus. Là. Puis ils sont juste plus à l'aise. Chaque fois qu'on va dehors, ils développent juste plus leurs habiletés. Puis ça inclut aussi l'hiver. Ça, je remarque beaucoup parce que peut-être quand ils sont plus jeunes, on remarque qu'il y a des enfants qui n'ont pas l'habitude de jouer dehors. Là, on dirait qu'ils ne sont pas conscients de la glace. Puis ils vont partir à courir sur la glace sans même penser à ralentir, des choses comme ça. Mais les enfants qui ont l'habitude de jouer dehors, là, ils vont faire attention, ils vont savoir qu'il y a la glace, c'est je vais marcher un petit peu plus lentement. Ils vont faire. C'est peut-être plus au niveau des risques, là, puis tout ça, mais ils font plus attention à leur déplacement, puis tout ça, puis c'est comme la santé par rapport aux accidents, là, mais ça, c'est une affaire que j'avais remarqué. Mais aussi, si on va plus dehors à l'école, en période hivernale, on est peut-être plus tenté après de le faire après l'école et les fins de semaine, alors qu'on sait que c'est là que les niveaux d'activité physique ont tendance à diminuer drastiquement. Là. Ils apprennent à jouer. Oui. C'est ça. Apprendre à jouer dehors, apprendre à s'habiller aussi en fonction des conditions. C'est sûr que là, avec les changements climatiques, ça nous impacte au niveau des. Comme intervenants, en éducation physique, c'est un questionnement qu'on a beaucoup actuellement. T'amènes pas des jeunes courir dehors s'il y a des particules fines en trop grande concentration. Donc là, j'ai un collègue qui avait une sortie de vélo prévue depuis des années, qui la font toujours au mois de juin, mais juin, pas l'an dernier, mais l'année précédente, il y a eu une canicule. Donc, annuler la sortie de vélo. Donc, il y a une adaptation là, aux différents changements climatiques.
Mais au niveau du bien-être, la santé, là, si on prend sous l'angle de l'éducation physique, c'est sûr que le développement moteur, c'est vraiment gagnant d'aller à l'extérieur. L'environnement à l'intérieur est vraiment mesuré, calculé, calibré par les architectes, les ingénieurs. Donc, les jeunes lèvent leurs pieds vraiment minimalement pour se déplacer. Et je l'ai vu, moi, en 25 ans, 30 ans de carrière, là, les habiletés motrices, il y a une perte. Et c'est plus rare maintenant de voir mes étudiants au cégep qui s'empêchent dans des racines quand ils marchent, des trucs semblables, ils s'époirent d'entrée, en bon français. Ce que je ne voyais pas avant. Là. Et les mêmes parcours que je faisais à l'époque avec eux, il y a une destination, je vais au Mont Mansfield avec mes étudiants depuis 25 ans. Et les derniers groupes que j'ai amenés là-bas, entre autres le dernier groupe, je ne leur ai pas proposé de faire une montée de nuit. Alors qu'il y a 20-25 ans, c'était régulier que je leur offrais une montée de nuit. Et il y avait plus du 3/4 des étudiants qui venaient, c'était régulier. Et là, c'est l'inverse, c'est le dernier groupe, je n'ai même pas voulu leur proposer. Ben, j'ai dit, si je fais une montée de nuit, c'est sûr qu'il y en a un qui va se vautrer d'entre elles. Là, je vais avoir un problème à gérer. Fait qu'il y a une perte de capacité physique. Et c'est dommage parce que le jeu à l'extérieur nous amène justement à cet élément-là, cette capacité-là, plus développer beaucoup. Et ma collègue ici, Marie-Ève Blanchet, qui travaille beaucoup là-dessus, sur les espaces de jeu non structurés. Donc, elle développe là-dedans. D'ailleurs, elle a un laboratoire vivant à Bromont, à côté du centre de cyclisme de Bromont. Donc, elle est dans cette démarche-là d'études pour voir l'impact du jeu non structuré à l'extérieur sur le développement moteur. Particulièrement chez les jeunes qui ont une difficulté au niveau du développement moteur. Parce que quand ils arrivent dans des parcs structurés, comme on dit actuellement dans la majorité des parcs, c'est des parcs qui imposent un minimum de capacité. Par exemple, s'il y a des barreaux pour se tenir, bien, ça implique que l'élève doit déjà être capable de se tenir au préalable. Et donc, il y a déjà là une barrière à ce qu'il le fasse, parce qu'en partant, il n'est même pas capable. Donc, il y a cette idée-là qu'on essaie de déconstruire les terrains de jeu pour avoir des espaces où, justement, il n'y a plus ces... Il y a plus de chacun. chance Ouais, de exact. niveau, puis de... Exact. Tout le monde peut un peu inventer son truc au fur et à mesure dans le jeu. Puis on les voit davantage, ces types d'aménagements-là, Ouais. on les voit davantage dans nos villes. Puis, tu me fais penser, quand tu évoques l'importance de ces expériences-là, l'Association canadienne de pédiatrie, il y en a deux, s'était prononcé pour dire qu'on a besoin, quand on a un enfant, d'apprendre à prendre un risque. Donc, de calculer le niveau de risque, puis c'est non seulement bon sur le plan moteur, mais sur le plan psychosocial, ça réduit éventuellement l'anxiété parce qu'on apprend à gérer ces craintes-là. Puis on développe un sentiment de compétence. Oui, puis je rajouterais que ça prend du temps. Puis des fois, on sous-estime la quantité de temps que ça prend. Tu sais, puis il y en a qui vont avoir plus de facilité, fait que ça va se faire rapidement. Ils vont tout de suite comprendre que peut-être qu'ils vont avoir plus de force en habileté motrice, par exemple. Mais il y en a d'autres pour qui ça va juste prendre plus de temps. Fait que plus on leur en offre, ben là, on a plus d'enfants qui peuvent réussir, vivre des réussites. Mais c'est ça, par rapport au jeu risqué, c'est la même chose. C'est pour ça que je crois beaucoup à l'école dehors pendant le temps scolaire, puis pas seulement avec les services de garde, parce que les services de garde, souvent, il y a des ratios différents. C'est pas, en tout cas, la question scolaire, peut-être c'est différent d'un centre de service scolaire à un autre, mais c'est pas toujours la même personne. Ils ont un lien différent. Des fois, c'est un grand nombre d'enfants en même temps qui sont dans le mode de jeu. Mais moi, quand je vais au parc avec juste ma classe de maternelle, je peux me permettre de faire beaucoup plus que si j'étais éducatrice au service de garde, puis je surveille beaucoup d'enfants, puis j'ai pas beaucoup de temps et tout ça. Donc, à la maternelle, c'est vraiment l'intérêt d'y aller avec son groupe pendant les heures de classe. Tu peux encourager les enfants à monter dans la glissade, puis pas seulement descendre dans la glissade. Parce que c'est juste ton groupe, puis tu es en train d'avoir t'es proche d'eux, puis tu es en train d'évaluer les risques au fur et à mesure. Donc, moi, j'y crois beaucoup que c'est ça, ça a sa place à l'école, entre autres, à cause des conditions gagnantes qu'on a en classe. Il y a un retour du balancier en ce moment qui est intéressant, parce qu'on a été à un extrême là, de on fait plus rien, il faut leur mettre des bulles autour du corps. Mais là, il y a un retour qui est intéressant, je trouve. En ce moment, on le voit de plus en plus, cette prise de risque-là, qui est dans le propos. Là, avec, entre autres, un colloque à prendre à ciel ouvert, on a toutes les clientèles, on a entre autres la clientèle des CPE, petite enfance, et on le voit beaucoup. Il y a énormément d'intérêt pour ce développement-là, donc c'est très positif, je pense. Puis l'Association canadienne des pédiatries, tu sais, dans le fond, la recommandation qui avait été mise, c'était parce qu'on se rendait compte que les bénéfices de laisser les enfants jouer librement étaient beaucoup plus grands que finalement ce que ça pouvait vraiment, que si jamais on gérait
c'est risqué. Ben oui, puis que tant que, il envoie pas beaucoup là, des recassés ou des commotions spectaculaires, c'est des. Fait que, ouais. Marie-Pierre, je pense que tu avais d'autres résultats de recherche. C'est vrai. Mais par rapport à la gestion du risque, on n'a pas vraiment exploré dans cette recherche-là, mais c'est beaucoup revenu dans nos 6 études de cas qu'on a faites juste avant, là, un recueil qu'on a écrit, puis justement la gestion du risque revenait souvent dans les organismes en éducation non formelle. C'était mis de l'avant comme quoi c'est important pour les élèves. Mais sinon, si on revient à notre recension, oui, il y a, encore là, comme on le disait tantôt, là, c'est vraiment, ça fait écho à ce qui est sorti dans la recherche, mais que les contextes extérieurs permettent des activités physiques variées, des activités motrices aussi. Il y avait des études, 2 études quantitatives qui disaient que de sortir en plein air là, de 2 à 5 jours consécutifs va augmenter le temps d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Mais là, c'est pas nécessairement accessible dans le contexte que tu décrivais tantôt aussi avec toutes les restrictions et les coupures qu'il y a, de sortir aussi souvent, aussi longtemps. Il y a 4 autres études quantitatives qui disaient que même de manière ponctuelle à proximité de l'école, il y avait aussi des effets positifs sur le temps d'activité physique. Fait que comme Patrick le disait, là, ça permet aux élèves de bouger plus puis plus librement, mais justement, un peu comme tu l'as dit tantôt, ça va dépendre des stratégies pédagogiques employées dans le lieu dans lequel les sorties se passent, le temps de déplacement aussi. Fait que tout ça, c'est à prendre en compte par rapport aux études. Mais ce qui revenait dans ces 4 études-là, c'est l'importance, ça me fait penser à ce qui était dit plus tôt, de veiller à ce que les pédagogies par la nature et dehors représentent une occasion supplémentaire de faire de l'activité physique dans le cadre scolaire excitant. Donc, c'est pas juste à sortir dehors dans le cours d'éducation physique, puis c'est pas non plus pour remplacer les cours d'éducation physique ou même les récréations, parce que ces deux types d'activités-là vont vraiment favoriser l'intensité modérée et élevée. Donc, c'est vraiment, il faut le voir comme une approche complémentaire. Puis il y avait aussi là, le développement mental de l'enfant qui revenait aussi en grimpant aux arbres, en manipulant tous les objets de la nature et tout ça, ça revenait aussi. Et donc, on a besoin de maximiser ces occasions-là de faire de l'activité physique à l'école en particulier. Les jeunes passent tellement d'heures à l'école, dans une journée, dans une semaine. Puis, l'OMS recommande 60 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée par jour, donc cumulée pour les 5 à 17 ans. Mais au Québec, les derniers chiffres qu'on a de l'Institut de la statistique, c'est qu'il y a seulement 19% des jeunes de cet âge-là qui atteignent le niveau recommandé. Ça, c'est des chiffres qui datent de 2019, donc avant la pandémie, tout début. On peut se questionner à savoir si aujourd'hui, le portrait serait le même ou, en tout cas, on n'a pas la réponse, mais c'est préoccupant. Donc, ça fait que tu parlais tout à l'heure des habiletés motrices, mais il y a aussi ça, Ils jouent moins dehors. Et le temps, les enfants sont beaucoup transportés par les parents en auto le matin, donc matin et soir. Donc, j'ai vu une étude qui est sortie, là, c'était aux États-Unis, mais le temps moyen d'un élève à l'extérieur, d'un enfant à l'extérieur, c'est 8 minutes par jour. Donc, c'est grosso modo le temps entre la maison et l'auto et l'école, c'est grosso modo ça. Donc, il y a vraiment des enjeux de temps passé à l'extérieur. Moi, j'ai un souhait, puis je fais un petit aparté, là, il y a un regroupement de gens au Québec qui s'appelle la Coalition québécoise du plein air, et il y a un symposium le 25 novembre pour une vision 2035 du plein air au Québec. Et dans le cadre scolaire, moi, ce que j'aimerais, ce que j'évoque depuis plusieurs années, c'est qu'on vise un 20% de temps extérieur. 20%, ça veut dire 1 heure par jour. Il y a 5 heures de classe dans une journée. 1 heure par jour ou une journée semaine. Et là, il faut vraiment être flexible. Une journée qui pleut, la boîte de bout, on ne va pas dehors avec les enfants, c'est correct. Là. On ira le lendemain, puis on passera l'après-midi dehors. C'est flexible tout ça, mais si on pouvait atteindre un 20% de temps extérieur, je pense qu'on irait chercher un peu tout ça au travers de cet objectif. Moi, j'ai envie d'ouvrir à la salle. À ce moment-ci, vous avez sans doute soit des commentaires, des questions à poser au panel. Donc, je vous inviterai à peut-être vous nommer de quelle organisation vous êtes. Il y a une main levée ici. Alors, merci beaucoup pour le témoignage, c'est hyper enrichissant, j'adore ma journée. Je me demandais comment, particulièrement au préscolaire, mais même à tous les niveaux, comment c'est reçu par les parents
justement, le fait de se faire dire c'est normal que ton enfant s'expose un peu plus à des risques, que je l'encourage à monter la glissade à l'envers, et puis qu'il risque de se faire mal. Je sais qu'on est aussi dans une époque où on a tendance à plus stimuler nos enfants. Fait que, comment c'est reçu chez les parents, ces initiatives-là, finalement, pour pousser l'enfant à dériver? Ben, moi, je peux dire, je travaille dans différents milieux, puis c'est reçu de manière différente dans différents milieux. Mais grosso modo, je pourrais dire qu'au Québec, on est prêt. C'est un mouvement, là, présentement, on est prêt à ça. On est prêt pour toutes ces choses-là. Être plus dehors, faire les apprentissages à l'extérieur, le jeu risqué, c'est supporté par plein de choses. Là, on est prêt à entendre ça. Puis là, ensuite, ça revient peut-être individuellement de la part d'une direction, peut-être qui est un peu plus frileux, qui a eu des mauvaises expériences, ou peut-être un parent, des choses comme ça. Puis là, ça passe plus par l'éducation. Puis là, on les accompagne là-dedans. Puis là, on nuance, on dit, on explique un petit peu c'est quoi l'éducation qu'on offre. Tu sais, qu'on ne dit pas à n'importe quel enfant de faire n'importe quoi, ou on les approche pas. Par exemple, quand je vais au parc là, en début d'année, leur terrain pour jouer est très petit. À la fin de l'année, il y a des parents qui me voient avec des enfants, puis les enfants sont quand même assez loin dans le parc, mais je les vois. Puis je les éduque, je leur dis oui, mais en début d'année, là, ils avaient juste comme un carré pas mal plus restreint. Puis là, au fur et à mesure que j'élargis le carré, ben là, on parle des dangers qui sont dans ce territoire-là. Puis là, on parle toujours, on est toujours en train de parler qu'est-ce qui pourrait arriver. Juste la semaine passée, la glissade le matin, elle est mouillée. Donc, je passe toujours du temps à dire la glissade est mouillée ce matin. Est-ce que ça se pourrait que ça glisse plus vite? Oui. Est-ce que ça se pourrait que tu tombes? Oui. Est-ce que c'est grave de tomber? Non. Mais si ça ne tente pas de tomber ce matin, sache que la glissade est mouillée. Donc, toutes ces choses-là, ça fait partie d'un temps qu'on met à éduquer les enfants, puis, tu sais, avec l'influence, ben là, ça fait en sorte que l'enfant a peut-être des mots pour expliquer ça à ses parents autour de lui. Mais de façon générale, les parents sont prêts. En début d'année, quand je leur parle du jeu risqué, puis la recherche et tout ça, on en parle ouvertement. Puis c'est ça. Puis c'est vraiment... chaque enfant est différent, puis on y va comme ça, là, tranquillement. Puis ce que j'ajouterais, c'est que dans les milieux, il faut aussi travailler nos milieux. Comme intervenant, si tu veux sortir tes groupes à l'extérieur, il faut que tu fasses passer ça par les conseils d'établissement. Il faut que ce soit accepté, reconnu dans le milieu comme étant un apport positif. Il y en aura toujours un ou deux parents qui vont chialer. Là. Ça, c'est inévitable. Mais il faut arrêter d'avoir peur de celui qui chiale. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se baquer sur la façon qu'on le fait. Et là, cette personne-là qui chiale, ben, regardez, monsieur, c'est le même, ça marche ici. Puis, à un moment donné, il faut avancer parce que longtemps, je pense qu'il y a des directions, oui, qui sont frileuses. Ils sont frileuses de la personne, justement, qui va se mettre à chialer, sortir dans les médias ou peu importe. Poursuite, la fameuse crainte des poursuites. Mais les poursuites, là, moi, ça fait longtemps que je suis dans le milieu, là, il n'y en a pratiquement pas. C'est surestimé, là, ce potentiel-là. Les risques inhérents à la pratique, c'est quelque chose qui est largement reconnu dans le code civil au niveau de la jurisprudence. Donc, il y a un manuel de gestion de risque pour le milieu scolaire là, qui est disponible sur le site de la Fédération des éducateurs physiques. Allez voir ce que là, c'est un outil très intéressant. Et si jamais vous travaillez entre autres avec la petite enfance, il y a des milieux où il y a des approches vraiment intéressantes. Ici, on a le CPE, les tortues têtues, qui est l'approche millionnaire, qui est une approche, si vous allez visiter l'intérieur, il y a beaucoup de parents qui vont fliquer. Parce qu'il y a des escaliers, il n'y a pas de barreaux, il n'y a pas rien, il n'y a pas de rampe. Les enfants, oui, ils peuvent se péter la gueule en bon français, mais ils sont éduqués à ça, ils ne le font pas, il n'y a pas de blessure. Donc, ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle l'éducation à la sécurité. On les amène à s'auto-gérer. Tout ça se fait, mais vraiment la stratégie, je trouve, pour les milieux, c'est qu'il faut que ça passe par les instances décisionnelles. C'est le même qu'on se protège et qu'on fait que ça avance. Et dans juste pour compléter, là, c'est ça là, ce que tu disais, Muriel, l'approche des petits pas, ce que je comprends, c'est encore la meilleure approche pour, autant pour les éducatrices que pour les enseignants. Là, dans le fond, souvent, on n'a pas besoin de dire « Bon, ben là, je vais faire une super activité, je vais aller dehors toute la journée avec mon groupe. » Ça peut être aller au parc d'à côté avec les parents. Quand tu leur expliques tout ça et que tu-même, c'est ça l'éducatrice qu'on avait rencontrée, on a fait des cours pour avec le cadre de référence Hélène Potiron.
Puis, tu sais, dans le fond, le truc, c'était vraiment d'inviter les parents à venir passer 1 heure au service de garde dehors avec le groupe, puis que ça défaisait souvent toutes les appréhensions, les craintes de mon enfant va avoir froid, va avoir chaud, etc. Tu sais, 1 heure, souvent, c'était réglé. Fait que on peut défaire ça rapidement, finalement, souvent. Je trouve ça beau aussi. Je trouve que les 3 témoignages que vous venez de dire, ça fait vraiment un coup à faire confiance à l'enfant aussi. Je trouve que c'est vraiment. Ça me semble vraiment important. Je trouve ça beau. Oui, il y avait Élise qui a une question, puis Gabrielle ensuite. Ou un commentaire, c'est peut-être pas une question. Non, c'est une question. Ben, je sais que. Peut-être te présenter, là, je t'ai nommé parce que je te connais. Je m'appelle Élise. Présente-toi. Je travaille depuis 10 ans en éducation relative à l'environnement à l'extérieur. J'ai jamais travaillé dans une école, un petit milieu. Je travaille maintenant une femme en dehors. Puis je viens de commencer une maîtrise ici à l'UQAM pour les agents route. Puis je sais que, comme au niveau des jeunes plus âgés, j'ai aussi travaillé avec des jeunes de 18 à 25 ans. Puis je sais que même, je sais que ça existe pour les adultes aussi, que j'arrive à mon point. Le plein air, c'est pas accessible aux personnes queer, aux personnes racisées, parce que on n'est pas représentés. Je ne m'implique pas dans tout le monde, mais les personnes qu'on racise ou les personnes queer sortent pas dehors parce que c'est pas, tu sais, le parc national de Forillon, c'est pas une place où tu vois ce genre de personnes-là dans l'imaginaire populaire, mais c'est pas non plus une place où tu vois ce nom-là dans la vie. Fait que là, je me demande, est-ce que dans les études ou dans vos expériences, la pédagogie du dehors, tous les noms que vous leur donnez, est-ce qu'il y a des racines quelque part à l'enfance ou est-ce qu'on peut déjà commencer à changer ce truc-là pour que plus tard dans leur vie, les personnes queer, les personnes racisées, toutes les personnes, là je parle des personnes, donc là je parle des enfants issus de l'immigration, comme est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce que les études montrent des trucs en ce sens qui part à l'enfance? Pas vraiment, pas encore. Ça fait bien suite à notre cours de la semaine dernière sur la justice environnementale. On est dans ce type de questionnement. Ben, ça part de 1001 petites choses. Juste le fait que tu as mentionné le Parc national de Florion comme étant un endroit où ce qu'on devait faire comme l'enseignement relatif à l'environnement, c'est une mini façon de dire ou de discréditer tous les personnes issues de l'immigration qui ont pique-niqué au parc Jarry dimanche. Pique-niquer au parc Jarry dimanche autour de l'étang, c'est un accès à la nature. Si tu dénigres ça et si tu mentionnes, si tu fais juste mentionner le parc national de Forillon, tu es en train de faire une barrière psychologique ou peu importe. Fait que, ça commence par plein de petites choses. Et on a fait une étude avec l'ESG UQAM il y a quelques années sur le portrait du plein air au Québec par discipline et tout ça. Un des éléments qui sortait, c'est que le deuxième lieu où les jeunes découvrent le plein air, c'est l'école. Le premier lieu étant la famille, deuxième lieu l'école, troisième lieu les camps de vacances. Donc l'école a un rôle prépondérant pour faire découvrir. Quand je dis plein air, là, ça aussi, il faut qu'on déconstruise ça dans l'imaginaire collectif. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Parce que curieusement, le parc Jarry, il y a beaucoup plus d'immigrants qui l'utilisent que de blancs québécois francophones, même si dans Villeray, c'est beaucoup blancs francophones. Donc, c'est intéressant dans cet angle-là de voir que le milieu extérieur, par le biais autant de la petite enfance que du milieu scolaire, moi, je ne vois pas de barrière, peu importe les clientèles. C'est l'opportunité de leur faire découvrir 1001 choses. On verra avec les coupures budgétaires cette année pour tout ce qui est parascolaire, parce qu'il y a beaucoup de projets, de programmes parascolaires en plein air qui vont subir pas les coupures. Hein. Mais par ces programmes-là, il y avait énormément d'opportunités de découverte d'activités de plein air plus éloignées. L'activité de proximité, elle va demeurer, le prof peut aller dans le parc en face, ça ne coûte rien. Mais c'est sûr que les projets de camping une fin de semaine à gauche à droite, malheureusement, c'est sûr que ça va être impacté probablement à court terme. Donc, moi, je voulais juste compléter en disant, moi, dans la préparation de notre panel, on avait, Laurence, tu me posais la question des limites, en fait. Puis moi, parmi les limites auxquelles je pensais, je me disais,
Les inégalités sociales, ça en fait partie des limites. On n'a pas des accès égaux à des espaces verts, c'est ça. Fait qu'il y a des barrières certainement économiques, de genre. Alors, ce sont des inégalités auxquelles il faut penser. Même quand on parle de, je me disais, quand on parle de la réussite, tantôt j'en ai sur la première question, mais comme la réussite, on la pense souvent à titre individuel, mais il y a même au niveau de la réussite des inégalités qui font en sorte que tu peux pas. Alors, les inégalités, c'est clairement une barrière. Puis l'autre barrière, je pense, c'est de ne pas travailler, parce qu'on parlait de santé et d'éducation, des politiques publiques qui ne sont pas en faveur de l'intersectorialité aussi. C'est une limite. Il faut penser l'éducation relative à l'environnement, pas qu'en éducation. Il faut penser de façon intersectorielle pour que ça percole, puis que ça se vive, puis qu'on chemine vraiment comme société vers un projet comme ça. Puis qu'on démocratise aussi les représentations de ce que c'est que le plein air, puis qu'est-ce que. Donc, ça aussi. Puis donc, ça veut dire à la fois des politiques, puis par le bas, que les groupes sociaux, que les groupes mobilisés amènent des transformations ici dans ce qu'on veut, puis ce qu'on peut. Ben, je rajouterais, tu viens de nommer la représentation, là, ça c'est vraiment important parce que quand on parle de personnes issues de l'immigration, là, souvent, ça se peut qu'ils viennent d'un milieu plus rural où vous avez accès à la nature de mille et une manières, la ferme d'un oncle ou la plage quand je vais visiter mon cousin, chaque fois qu'ils retournent. Oui, mais chaque fois qu'ils retournent dans leur pays d'origine, par exemple, ben, souvent, ils ramènent des souvenirs de leur été. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai passé du temps à la plage, j'ai passé du temps chez mon oncle à la ferme, des choses comme ça. Mais tu as peut-être moins accès à ça dans un deuxième pays. Tu as moins accès à quelqu'un, par exemple, qui a un chalet, ou tu as moins accès à quelqu'un qui a une ferme. Tu vas être moins invité chez des amis qui ont un chalet, une ferme et tout ça, ou qui ont juste un accès à un parc national et tout ça. Donc, puis une fois ici, ben là, ensuite, ça devient la représentation. Comme quand tu as été au Parc national de Florion, est-ce que tu étais la seule personne racisée qui était là? Dans les brochures, quand on fait de la publicité pour ces parcs-là, est-ce que tu vois des personnes issues de la diversité qui sont représentées là? Si tu les vois pas, ben, tu ne sens pas que tu as la place. Là. Mais tu as la place au Parc Jarry. Merci Muriel. Il y avait, je regarde l'heure, là, on aurait 10 minutes encore, donc on a Gabrielle, Laurent, donc on commencerait par Gabrielle. Ouais. Et après ces trois interventions-là, je pense que ça va être la pause. C'est essentiellement la même question, mais je vais me présenter Gabriel Lournat, enseignant au secondaire en CCQ, puis je fais aussi une maîtrise à l'UQAM. Donc voilà, et ma question était très similaire à la tienne. Moi, je pense qu'on peut continuer plus loin dans la discussion aussi, c'est que je constatais que dans les quartiers à Montréal, surtout les quartiers défavorisés, l'accès au parc, l'accès nature est vraiment différent que dans les quartiers qui sont favorisés. Je serais curieux de savoir si, y a des études qui démontrent ça, justement, que dans les quartiers. Parce que si oui, il y a un gros enjeu, on peut full favoriser ça dans ces quartiers-là, offrir plus de visibilité aux personnes migrantes, mais après ça, si eux-mêmes, dans les quartiers dans lesquels ils habitent, il y a peu d'opportunités d'y aller, il y a un enjeu là. Fait que c'est ça, j'étais juste curieux de savoir si... c'est le cas, là. Mais après ça, il y a un historique aussi en termes de développement urbanistique. Ouais. Dans les années 30, les années 20, 30, 40, ben, c'est sûr que les quartiers pauvres, densément peuplés davantage, les quartiers plus riches, puis il y avait de l'espace, il y avait de l'argent pour créer des parcs et autres. Donc il y a un historique en arrière de ça, mais c'est une réalité. C'est vrai qu'il y a moins d'espace vert dans les quartiers historiquement pauvres. Donc c'est juste un constat. C'est plate, mais on peut démolir des maisons, faire un parc, mais c'est un Tout à l'heure, Muriel, tu as mentionné le parc Frédéric-Bert. Oui. Puis ce parc-là, il a été mis sur pied à la base par une mobilisation citoyenne. C'est des gens de Saint-Michel qui sont mobilisés pour dire, bon, OK, là, ça a été une carrière, c'est devenu un dépotoir, puis là, aujourd'hui, ça a beaucoup d'impact, ce dépotoir-là, sur nos vies, les odeurs, etc., etc. Puis, si aujourd'hui, c'est devenu un grand parc de Montréal, à proximité d'un quartier qui avait été historiquement moins favorisé, ben, c'est ça. Fait que, oui, l'urbanisme, c'est sûr qu'on est pris un peu avec des décisions du passé, mais il y a toujours possibilité de transformer aussi.
un concept. On a reçu à 100 degrés la semaine passée, la semaine d'avant. C'était pour moi qui animait le webinaire. Donc là, je vais vous parler de mémoire. Là, mais on a reçu Claudel Pétrin-Desrosiers, qui est une médecin qui vient d'écrire Santé planétaire. Puis elle nous a parlé d'un principe d'aménagement qui me fait vraiment penser à ça. Puis c'est un principe de, là, je vais dire, mettons, 300, Puis, mettons, c'est le concept d'aménagement, c'est par exemple 3 heures, tu es supposé avoir 3 heures à proximité de chez vous. Ensuite de ça, mettons, je vais dire un parc, un petit parc ou un petit îlot de fraîcheur à 30 mètres, mettons, puis après ça, 300 km d'un grand parc. C'est pas exactement ça, mais tu vois un peu le. Fait, puis ça, est-ce que vous l'avez entendu? Non, non, il y a quelque chose dans le 300. Vous écoutez le webinaire, je me rappelle pas exactement. Mais c'était quand même un principe d'aménagement qui faisait en sorte que justement, on vérifiait une certaine équité et d'accès à la nature. Puis Claudel, ce qu'elle nous disait, elle nous parlait notamment de recherches qui disent d'avoir accès à ça, puis d'avoir ça dans son environnement, le 33 ans. Ça fait en sorte qu'au niveau de la santé, on voit vraiment les effets, c'est documenté, la recherche. Là. Fait que, oui, puis c'est pas tout le monde qui a accès à un parc. Là, fait que, oui, clairement, des outils. Ouais. Ça va être un gros commentaire, c'est vrai. Ben, il y a des cartes maintenant pour Montréal où tu peux voir les îlots de fraîcheur, de chaleur, puis c'est clairement démontré que les quartiers plus défavorisés, plus d'îlots de chaleur. Puis aussi, ben, je suis pas une experte en santé publique comme madame, mais il y a des santé publique, des études qui démontrent, je pense que l'espérance de vie, c'est 10 ans moins dans les quartiers plus défavorisés. Ça amène des questionnements est-ce qu'on devrait faire plus, investir plus dans ce quartier-là. Je peux juste rebondir dessus. Je travaille avec un organisme qui verdit justement. On va en fait dans des milieux qui sont vraiment bétonnés. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on les a verdis, après, le niveau de vie, il monte. Donc les personnes, c'est que les personnes qui étaient ils vont en fait encore plus à l'extérieur. Donc, il y a aussi on veut bien faire quelque chose pour verdir ces quartiers. Mais en fait, après de l'année, vu que c'est bien verdi, vu qu'il y a des espaces et tout, les prix du logement augmentent. Et les personnes qui étaient défavorisées vont ailleurs. Donc, après, on se retrouve avec le bon problème. C'est pas ça. Est-ce que ton intervention elle est dans le même sens? J'allais dire exactement. Oui. C'est écrit dans mon classement. Donc, voilà. Ben là, ce serait l'objet d'une autre table ronde. La prochaine fois, je vous invite une table ronde sur les questions de justice environnementale à Montréal. Alors, il y avait Laurence qui avait une intervention. Bonjour, Laurence Allard. Moi, je viens de loin. Aujourd'hui, je viens de Rimouski. J'étais personne qui affichait une affiche ce matin au chalet. J'oriente mon sujet de recherche autour des pratiques éducatives et qui favorisent l'interdoménalité auprès des enfants d'âge préscolaire dans le contexte d'éducation par la nature. Et voilà, ça c'est mon petit de vente. Mais il y a quelque chose qui, puis là je vais peut-être faire un peu, pas l'avocat du diable, mais moi il y a quelque chose qui me titille dans toutes nos conversations. Quand on parle d'accessibilité à la nature, puis pour moi, le propre de l'éducation par la nature, c'est connaître qu'est-ce qu'il y a autour de chez toi. Fait que tu as un arbre, mais ton arbre, il s'appelle comment? C'est quoi ses fruits? C'est quoi les animaux qui viennent? T'as pas besoin, c'est pas vrai qu'on a besoin d'avoir. C'est sûr que c'est mieux, là, on va se dire les vraies affaires. C'est sûr que c'est mieux d'avoir accès à une espèce de nature riche en biodiversité, puis riche en accessibilité, puis mais la réalité de la chose, c'est qu'on soit ici à Montréal, mais qu'on soit aussi dans le Bas-Saint-Laurent, parce qu'à Rimouski, on se rappelle qu'il y a aussi des milieux urbains, c'est un gros village, mais ça reste quand même gros. Puis c'est pas vrai que toutes les écoles ont accès au fleuve, ou qui ont accès à une forêt, ou qui ont accès, puis ça c'est même dans le Bas-Saint-Laurent. Mais c'est comment on utilise les éléments naturels qui sont autour de nous. Donc, encore une fois, tu as une plate-bande. Ben, c'est quoi qui pousse dans ta plate-bande? C'est quoi le nom des fleurs? C'est quoi leur couleur? C'est comment utiliser les éléments qui sont déjà. Parce qu'on parle beaucoup de rajouter des choses, de construire des trucs, mais qu'est-ce qui existe déjà dans notre environnement qu'on peut nommer, qu'on peut comprendre pour aimer puis protéger?
C'était le petit grain de sel que je voulais amener dans une réflexion collective. Très pertinent, Laurence, merci. Si je peux me permettre, c'est vraiment toute la logique de l'apprentissage ancré dans le milieu. Donc, donner un sens signifiant à ce qui est autour de l'élève pour on parle de territorialité, le lien avec le territoire, connaître ton environnement, pourquoi il a été construit comme ça, pourquoi la rue Saint-Laurent qu'on considère dans le sud, elle est est-ouest en fait. Non, c'est aussi créer un sentiment d'appartenance. Excuse-moi, Muriel, si je te... C'est la même chose. Mais c'est ça, c'est créer un sentiment d'appartenance. Nous, moi, je suis aussi, c'est ça, en tant que personne, bébé chercheur, donc bébé chercheur, mais je suis aussi éducatrice, mais je suis aussi enseignante. J'ai ces deux chapeaux-là aussi, et donc, sous le chapeau je suis pédagogue, ça c'est mon grand chapeau. Mais c'est ça, c'est le sentiment d'appartenance avec le milieu. Puis au CPE de l'université, on a une des super belles décisions de couper des arbres par le rectorat qui est super, qui était on était très contents de ça. Mais là, les arbres qui nous restent, on les a personnifiés avec les enfants du CPE. Donc, c'est Laurie l'érable. Puis les enfants, à chaque fois qu'on va à l'extérieur, ils vont donner un câlin à Laurie pour lui dire merci pour son nom. On y a un rituel autour de la présence de ces êtres-là qui nous protègent, qui nous nourrissent. Donc, ce sentiment d'appartenance-là est tellement important pour les jeunes, mais pour nous aussi en tant qu'adultes, pour investir notre territoire, pour utiliser, puis le terme utilisé, j'ai de la misère aussi avec, mais j'ai pas d'autres mots pour appeler ça, pour justement utiliser l'environnement au mieux de ses capacités pour nous permettre d'acquérir des apprentissages. Puis je peux-tu compléter? Oui. Tu parles de sentiment d'appartenance. Ça me fait penser, je parle de rencontre de webinaire, mais ça me fait penser Mais j'ai participé en fait à une rencontre à Mouvement Santé Mentale Québec où ils brainstormaient en fait, ils avaient comme fait un topo de ce que la communauté avait dit par rapport aux enjeux de santé mentale. Puis un des enjeux qui ressortait vraiment beaucoup, c'était la quête de sens. Le monde était en perte de sens. Puis je trouve que de nourrir ça, autant chez les enfants, le sentiment d'appartenance, que chez nous, pour nous, les adultes, peu importe, dans le fond, puis comme tu dis, de connaître ton art, puis on a nommé les cycles, d'être en contact avec les cycles, puis tout ça, ça, je pense que ça peut aussi contribuer à, justement, donner du sens, puis on fait partie de quelque chose de plus grand, puis c'est ça, c'est important pour la santé mentale et la santé. Mais oui, c'est des questionnements philosophiques et ontologiques qu'on peut nourrir tout au long de la vie, c'est nécessaire. Puis, je pensais à tes travaux, Mélanie, de pédagogie de la rencontre, là, c'est ce qu'on discute en ce moment. Donc là, messieurs, dames, peut-être, Élie, je prendrais, parce que j'avais dit, une dernière intervention courte, puis après ça, on va discuter à la pause. Désolée, sur la pause. Et j'ai une question peut-être un peu sémantique. En fait, moi, je fais partie du Réseau québécois des jeunes pour la biodiversité et je participe à un comité qui écrit un plan pour la communication et l'éducation relative à l'environnement qu'on va présenter à la COP17. Oui. Et là, ça va être en anglais. En anglais, le terme qu'on utilise, c'est Nature-Based Education. Et je me demandais là, comme tu as dit tout à l'heure, mais il y a plein de termes en français. Est-ce qu'il y en a un qui est parapluie, qu'on utilise de la littérature? C'est quoi qui est préconise? Est-ce que tout le monde est visité? C'est une question insoluble. On utilise au Québec le mot plein air, dans d'autres endroits dans le monde, ça n'existe pas, le plein air. Donc la nature non plus. À partir de quand c'est de la nature, ça c'est tout naturel, fondamentalement. Donc, éducation à l'environnement pour Nature-Based, c'est la meilleure version que j'ai en français. Sinon, éducation ancrée dans le milieu, en parlant du milieu, en étant de l'extérieur. Ça, parce que ça couvre tout. Parce que quand on dit éducation en plein air, ben là, est-ce que c'est le plein air comme on l'entend au Québec, loin dans le bois perdu? Il y en a qui entendent juste ça quand on parle de plein air. Plein air de proximité, ben là, on se retrouve dans ces filières-là. Mais non, ça, c'est un débat. Il y a au moins au-delà d'une centaine de terminologies différentes qui couvrent le domaine à peu près, sans parler de tous ceux liés à l'environnement. Là, je parle juste de ce qui couvre autour du plein air. Là. Ouais. Il y a au bas une centaine d'appellations différentes. Fait que, on n'en sort pas. C'est pour ça que dans plusieurs écrits qu'on fait là, actuellement avec le comité de recherche, ici, on parle beaucoup d'enseignement, apprentissage à l'extérieur. Et est-ce qu'il y a une dimension, écologique, genre,
liées à la crise climatique ou est-ce que c'est vraiment genre éducation, environnement? Il y a ça aussi, éducation au changement climatique, il y en a plein de terminologies. C'est un choix qu'il faut faire à un moment donné. Désolé. Attendez, s'il vous plaît. Un petit instant, s'il vous plaît. Juste un petit point d'ordre. Donc là, il est 3h moins quart. Donc, on recommencerait ici à 15h. Le forum débute, d'accord? Donc, on prend 15 minutes de pause et on se retrouve pour le forum. Merci.